Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Avant d'écouter cet épisode, je tenais à vous informer que cette histoire contient des scènes parlant de maladie, de décès et de deuil. Salut Aurore. Salut, Tu vas bien? ça va et toi? Oui, très bien. Écoute, je suis ravie de t'accueillir dans Yes I Do. Avant que tu te présentes et que tu nous racontes ton histoire, je tenais à raconter un peu comment on s'est rencontrés. Tu m'as écrit un message Facebook qui m'a profondément bouleversée pour raconter ton histoire d'amour. Ce podcast, c'est à la fois une histoire touchante, un hommage et un message d'espoir. Donc merci d'avoir accepté de le partager. Avec plaisir, et si cette expérience peut être bénéfique à quelqu'un d'autre que moi et que je puisse partager ce que j'ai appris, c'est avec plaisir. Bah écoute, merci beaucoup. Écoute, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors moi c'est Aura, je suis en Australie depuis 12 ans. Je suis arrivée la première fois il y a 15 ans et j'ai rencontré l'amour. Du coup, ça m'a fait revenir en Australie. J'étais déjà amoureuse du pays. Je suis tombée amoureuse d'un Australien et du mode de vie. Et puis j'ai continué mon petit bonhomme de chemin ici. Donc j'ai officiellement fait le choix de m'expatrier en Australie et je vis ici depuis plus de 10 ans. Très bien. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec Russell, s'il te plaît? Oui, alors Russ, comme je l'appelle, et moi, on s'est rencontrés, c'était un peu une rencontre fortuite, dans la mesure où je ne l'ai pas rencontré sur une app à l'époque, c'était pas vraiment développé. J'étais ici, en fait, je suis arrivée pour 6 mois en Australie, dans le cadre d'un stage de mes études en France. Et je venais pour faire mon stage, pour acquérir une expérience professionnelle, pour apprendre plus sur la culture avec les Australiens et m'amuser dans la mesure du possible et découvrir un petit peu la vie à Sydney, outre Sydney, et voyager dans le pays. Donc quand je suis arrivée... T'avais quel âge? Je suis arrivée, j'avais 19 ans. Ok. Du coup, c'était en 2010. J'allais un petit peu à la rencontre de l'inconnu, d'un inconnu au final. Mais je rêvais de l'Australie depuis toute jeune. Et je tannais mes parents absolument pour aller en Australie. Donc c'était un petit peu, j'ai mon bac, j'irai en Australie. Bah non, au final, j'ai fait mes études. Mais dans le cadre de mon cursus universitaire, j'avais des stages à effectuer à l'étranger. Donc j'ai décidé, et j'ai mis toutes les chances de mon côté, et j'ai travaillé dur pour décrocher un stage parce que c'était pas évident de trouver à l'époque. Je suis venue, je suis arrivée en février 2010 et j'ai rencontré Russell en mars 2010. Donc je suis arrivée, je l'ai rencontré au bout d'un mois. On est devenus un petit peu amis et plus si affinité. Et on s'est mis en couple à peu près en mai 2010. La façon dont je l'ai rencontré, alors là c'était jamais j'aurais pu dire que j'allais trouver mon âme sœur dans une boîte de nuit, un bar connu de Sydney. C'était un vendredi soir et je sortais de mon stage qui était assez prenant mentalement. Je faisais beaucoup d'heures et c'était quelque chose qui était dans la vente et il y avait pas mal de pression. Donc on décompressait avec les collègues. En général, à la fin, le vendredi soir, on allait prendre une bière au pub et puis si on voulait finir la nuit, on finissait la nuit. Mais moi, j'étais fatiguée cette semaine. Je suis rentrée chez moi. J'avais qu'une envie, c'était de me poser devant la télé, de manger et d'être tranquille. Mais ma coloc voulait absolument qu'on sorte, une de mes colocs, Gloria. Et je remercie Gloria, c'était une idée fabuleuse de sortir ce jour-là. Au final. Voilà, et elle voulait absolument qu'on sorte. Et je lui ai dit, bon écoute, j'étais la seule en fait, on avait une autre coloc aussi, mais elle n'était pas dispo. Et du coup, elle comptait un peu sur moi pour sortir.
Donc on est sortis. Quand on est sortis, je travaillais dans la vente à l'époque, on est arrivé au bar, elle m'a dit on fait un challenge, celle qui se fait payer le plus de verres, elle aura gagné. Moi je lui dis tu me donnes un objectif, mais j'ai besoin d'un objectif en temps, j'ai besoin d'une date limite, d'un moment. J'étais un peu compétitive. Et elle me dit ok, on dit dans 1 heure. Mais j'étais pas vraiment dans le mood. Je suis sortie pour lui faire. J'avais fait un effort pour lui faire plaisir. Et je me suis dit, bon, écoute, je vais voir comment ça se passe. Je vais rester là et essayer de profiter de la soirée comme je peux. Elle trouve l'ami de Russell et on voit qu'il y a quelque chose qui se passe entre eux. Ils sont en train de fricoter. Voilà, il y a une connexion qui se passe. Alors que nous, moi je suis là, je vois qu'il y a les potes de ce mec-là dans le bar. Et je pense qu'il y en a un qui a repéré que j'étais avec la nana avec qui leur pote était. Et il se dit, tiens, je vais lui taper la discute et on va voir où ça mène. Je pense qu'il n'y avait absolument aucune arrière-pensée, aucune attente de l'un de l'autre. Je ne sais même pas si on a changé nos prénoms. Le soir-là, j'ai pas du tout le souvenir. Je sais qu'on est partis à la fin de la soirée, on a pris nos chemins séparés et je n'avais pas en tête son prénom. Donc absolument aucune idée. On a juste discuté. Il m'a payé des verres. À l'époque, je fumais. Donc en gros, c'était un petit peu un troc de... tu me payes un verre, je te file une clope, pendant que Gloria et son pote Luc étaient en train de se rouler des galoches et du coup elle buvait pas. Donc quand est arrivée la deadline de qui a le plus de verres, voilà, au bout d'1 heure, je peux te dire que moi j'avais bu pas mal de verres, Russell avait fumé pas mal de clopes et eux on savait pas où ils allaient finir, mais voilà. Et du coup on a continué un petit peu dans la soirée, elle était fatiguée, moi je commençais j'étais fatiguée aussi et quand elle m'a dit on va rentrer, j'étais là super trop bien, mais j'avais profité, j'avais eu une discussion hyper intéressante, je me souviens absolument pas des détails, mais c'était un moment quand même agréable. On marche, donc le bar c'était Cargo, c'est au niveau de Darling Harbour, c'est un quartier relativement touristique de Sydney. Du coup on marche un petit peu sur les quais et on se rejoint, il y a un moment il y a une fourche, eux vont aller à gauche et nous on va aller à droite, donc on se dit au revoir. Elle avait au préalable échangé de numéro avec Luc, mais moi c'était juste c'est cool, on a passé une bonne soirée, à plus quoi, mais on se reverra jamais. Et à ce moment-là, t'avais pas eu quelque chose pour lui ou... Non, absolument pas. C'était pas le coup de foudre. J'avais même pas le souvenir que s'il était mignon ou pas. Mais c'est 2 semaines après, quand elle me dit « Tiens, tu te souviens du mec avec qui t'as discuté, le pote de Luc, je l'ai trouvé sur Facebook. Peut-être que tu veux catch up avec lui, tu vois, le voir, etc. » Et je me suis dit, pourquoi pas, un mec australien, il peut montrer des coins que moi, en tant que touriste, je vais peut-être pas aller voir. Peut-être que je peux apprendre des trucs sur lui en termes culturels. J'étais vraiment dans la découverte de la culture, l'intérêt, mais à milieu de penser qu'il pourrait se passer un truc avec ce mec-là, jusqu'au jour où, et j'en parle, tu vois, j'en ai des frissons, jusqu'au jour où on décide de se voir, on échange, donc je lui envoie un message sur Facebook. Je lui dis salut, c'est la française, je sais pas si tu te souviens de moi, mais du coup Gloria m'a filé ton nom. Je me suis dit que si tu voulais qu'on aille boire un verre ou qu'on fasse une balade, ce serait sympa d'échanger davantage. Et il me répond en me disant si, je me souviens très bien de toi, j'ai même ton accent, quand je lis ton message, j'entends ton accent. J'étais un peu blasée, genre en mode dame, j'ai un accent français. Et il me dit au plaisir pour un catch-up. Et on essaye d'aligner ça. On se voit dans un bar et c'est rigolo parce que en fait j'ai l'impression que notre histoire elle est ponctuée d'endroits dans Sydney, de bars, il y a des endroits où il va y avoir des souvenirs spéciaux quand je vais marcher dans un quartier parce que je vais penser à lui et voilà. Et c'est rigolo à quel point les endroits où tu es, ça te remet dans un univers ou dans une ambiance ou une atmosphère.
ça ravive la mémoire et tu De revois fou. la scène, quoi. De fou. Et du coup, ce bar-là, je marche quasiment devant tous les jours en rentrant du boulot. Et à chaque fois, j'ai une petite pensée en me disant « Ah, c'est un endroit spécial pour moi ». Donc on se rejoint dans le bar, on discute et c'est hyper agréable. Et puis il y a peut-être un moment de charme qui se passe entre nous deux. Dans le sens où peut-être que l'accent français est sexy. Et à un moment, il me dit bah, « Tiens, il essaie de démontrer qu'il va parler français ». Et je lui dis c'était vachement craquant ce que tu viens de dire là. Si tu le refais, attention, il est possible que je me mette à t'embrasser ou j'avais quelques verres en moi. Hein. Et forcément, tu mets un mec au challenge. De suite, il va redire ce qu'il a dit. Je sais pas quelle était la phrase clé, mais c'était un truc qu'il essaye de me dire en français avec un accent anglophone trop craquant. Bon, bah moi, ni une ni deux, j'étais sur mon tabouret de bar, je me lève et puis je l'embrasse. Et puis là, on voit qu'on se rapproche, quoi. Ouais. On se rapproche et on est quand même... C'est un jour dans la semaine. J'ai mon taf qui est prenant, il a un taf aussi, et c'est un taf qui a responsabilité. On va pas pouvoir passer la soirée ensemble. Et de toute façon, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une connexion avec lui. J'ai pas envie de faire quelque chose le premier soir, de le ramener chez moi. J'ai pas envie qu'il croie que ce sera facile. Pas que je suis une fille facile, mais que ce sera quelque chose... Enfin, voilà, il y a un petit charme, un petit moment, et j'ai envie que ça se prolonge. Ouais. Une conquête, quoi. Enfin, genre... Pas trop simple, quoi. C'est ça, exactement. Un peu de séduction et... On va essayer de mettre un petit peu de compliqué ou de complexe là-dedans, mais en fait, ça tient pas qu'à moi, c'est juste la vie qui a du complexe plus tard. Mais du coup, arrive le moment où il va falloir que... Enfin, c'est bon, on va rentrer à la maison et... faut se dire bonne nuit, quoi. Voilà, j'ai passé une super soirée, mais ciao, quoi. Et là, je lui dis, bon, bah, je vais rentrer chez moi et toi, bah, je vais te raccompagner. Ouais, d'accord, c'est cool, tu vas me raccompagner, mais tu vas pas... Enfin, genre, non, c'est bon, je vais prendre un taxi. À l'époque, il n'y avait pas de Uber. Je vais commander un taxi, il va me ramener chez moi et tout se passera bien. Non, mais on a bu un peu, et puis bah, j'ai envie de m'assurer que tu rentres chez toi en sécurité. Très chevaleresque, très gentleman. Et moi, j'étais là, bon, je suis indépendante, c'est bon, pas besoin. Et il me dit, non, mais vraiment, j'insiste. Et je lui dis, bah, écoute, juste pour qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde, il va rien se passer si tu me raccompagnes chez moi. Au mieux, je te fais rentrer pour voir où j'habite et puis on discute vite fait, mais après, je te mettrai plus ou moins à la porte parce que j'ai besoin de mon sommeil, j'ai besoin, enfin demain je bosse, et je pense que c'est la même chose pour toi. Et elle me dit, ouais, non, mais je comprends, il n'y a pas de souci. Et en fait, j'étais hyper émue parce que jusqu'à présent, dans ma vie romantique, relationnelle, etc., j'avais eu des relations qui avaient duré un petit peu sur le long terme. J'avais eu des plans d'un soir ou des amitiés améliorées, mais j'avais trouvé qu'il y avait un côté bienveillant, dans le sens où il a parfaitement compris qu'il ne se passera rien ce soir, mais il veut quand même me raccompagner, faire l'effort, parce que moi je savais qu'il y a quelque chose à Sydney, c'est t'habites au nord du pont ou t'habites au sud du pont. Lui, il habitait au nord du pont, moi j'étais au sud du pont, j'étais dans la city. En gros, il faisait un gros détour pour me ramener chez moi. Et en plus, il fallait qu'il repaye le taxi en plus loin. Enfin, je me disais, ah ouais, enfin, le mec fait vraiment un effort, quoi. Et il montre ça. Et puis, faut se souvenir aussi, j'ai 19 ans, je suis peut-être facilement impressionnable ou j'ai pas expérimenté, j'ai pas eu de l'expérience avec quelqu'un qui est attendrissant, gentil. Qui prend soin, quoi. C'est ça. Et du coup, j'étais sous le choc. Du coup, je me mets à pleurer. Mais est-ce que c'est l'alcool qui me rend émotive Est-ce que j'ai pas eu le coup de foudre, mais est-ce que je suis tombée amoureuse de lui Peut-être. Je sais pas. Mais... et il me dit, bah, qu'est-ce qu'il y a il y a un problème et tout. Je lui dis, non, mais c'est juste trop mignon. Et mais je suis quelqu'un qui est relativement empathique, sensible. Du coup, bon, bah voilà, ça s'explique. Je vais voir... je vais au cinéma, je vais voir un film, je vais pleurer devant le film, je vais au musée, je vais voir un tableau, je vais pleurer devant le tableau. Voilà, c'est un peu le contexte. Hein. Mais il me ramène chez moi. Forcément, évidemment, quand tu as des plans dans la vie, ça change. On discute, il reste à la maison. Je ne le mets pas à la porte, mais on s'endort sur le canapé, blottis l'un contre l'autre. Enfin, au petit matin, on se réveille.
bah faut aller au taf, donc moi je me prépare très rapidement. Et puis il me raccompagne jusqu'au taf en fait, donc j'habitais pas trop loin à pied. Il me raccompagne, donc chevaleresque jusqu'à la fin. Enfin, genre attentionné jusqu'à la fin. Et je sais pas si je vais le revoir, mais bah on se revoit. On se revoit et donc ça, la première date c'était en mars. On se revoit et il m'invite chez lui et puis en fait on s'installe dans une dynamique qui est hyper agréable. Il y a une connexion vraiment qui se fait entre nous. Arrive à un moment où on va être plus ou moins un petit peu en relation, quoi. On sait qu'on se voit. On sait qu'on se voit. Il y a un moment, moi encore une fois, je suis dans la découverte, j'ai envie de connaître le pays, j'ai envie de découvrir ce qui se passe un petit peu plus ailleurs que Sydney. Et je lui dis, bah tiens, je voudrais bien aller voir une région viticole, la Hunter Valley. Est-ce que ça te dit de venir avec moi? Et il me dit, ouais, bah vas-y, top. Un peu comme dans les films, quoi. Et puis en plus, à 19 ans, tu vois, tu te dis, je vais faire un week-end avec un Australien. C'est vraiment la comédie romantique, quoi. C'est ça. Et du coup, voilà, je m'en parle à mes collègues, je suis trop contente parce qu'au final, bah, mes potes, toutes mes amies, on est toutes à la fac ensemble, on est un peu dispatchés dans le monde, etc. Et on sait qu'il y a un petit truc qui se trame. J'ai un truc, je vois quelqu'un, je sais pas trop, mais de toute façon, bah, en soi, je suis là pour 6 mois, ça va pas mener, ça mènera nulle part, quoi. Ouais, dans ta tête, il y a quand même cette deadline du je pars dans quelques mois, donc est-ce que ça vaut la peine d'être en couple, quoi? Ouais, c'est ça, il y aura rien de genre sérieux. on profite, mais exactement, voilà. genre c'est une petite expérience, je suis là, je sais même pas si je vais revenir en Australie dans le futur. J'aimerais bien, mais enfin, je peux pas prévoir à long terme parce que de toute façon, ce qui est prévu, le seul truc qui est prévu dans ma vie, c'est mes études. Je sais exactement ce que je vais faire cette année, donc j'étais en 2e année, je sais ce que je vais faire en 3e année, en 4e année, je sais ce que je vais faire en 5e année. Ouais, ça a un plan et exactement. Donc en fait, on n'est pas au millimètre près, mais je peux pas vraiment dérailler un petit peu ou aller off track, me laisser emporter un petit peu par l'amour, quoi. Ouais. Et au final, je me suis tellement laissée emporter par l'amour. Mais c'était tellement, c'est tellement bien, quoi. Bah oui. Et ça te fait vivre de ouf. Bah, on part sur ce week-end, on rentre, voilà, le week-end se passe très bien. Encore une fois, super romantique, un peu comme dans les films. Mais je pense que c'est toute l'histoire qui est un peu comme dans les films, quoi. On rentre sur Sydney. Donc il y a peut-être 1h30 de voiture. Donc lui, il est en voiture. Moi, j'ai pas de voiture ici. Donc je suis là, je suis un petit peu à sa merci des voyages et tout. Mais c'est trop cool parce que on fait un road trip. Et sur le chemin du retour, genre, je sais pas, on est à 40 minutes de Sydney. Il me dit, faut que je passe chez mes parents. Est-ce que ça dit qu'on s'arrête? Ça fait... Allez, on va dire que ça fait peut-être 2 mois qu'on se fréquente. On se voit, on sait qu'on se voit peut-être un petit peu mutuellement. Je sais pas si on est exclusif, non exclusif, parce que c'était quand même il y a 15 ans. Hein. Du coup, je suis là, il veut me présenter à ses parents. Ça devient aussi beaucoup plus officiel. Et puis en fait, j'ai pas trop le choix, tu vois. Ouais, exactement, ça devient officiel. Je suis dans la voiture. Oui, t'as pas le choix, tu vas dire bah non. C'est ça. Du coup, je suis là, ouais, ok. Mais bon, pas un oui certain, genre, ah ouais, super, trop cool. Ou je l'avais imaginé, non, genre, ok. Allez, why not, quoi. C'est ça. Et du coup, je rencontre ses parents, c'est un peu bizarre dans le sens où... bonjour, oui, je suis la fille que votre fils voit en ce moment. Je ne sais pas si on sera amené à se revoir. Enfin, évidemment, je dis pas ça, mais tout est dans ma tête. Ouais. Et très agréable. Genre super de discuter très rapidement avec eux. Mais ça me... En fait, c'est la première famille australienne que je rencontre aussi, hyper accueillant. Je comprends... en fait, il a été super bien élevé et c'est... le grand d'une fratrie, on voit qu'il est responsable, qu'il fait les choses bien. Et... Il est mature, quoi. Ouais, de fou. Et ce que je savais pas à l'époque, mais il a déjà eu une relation en fait avec une personne non australienne. Donc il a déjà été avec quelqu'un d'étranger. Et je pense qu'il comprend, en fait, il a une certaine... empathie par rapport au fait que je suis loin de ma famille, que je suis dans un environnement que je connais pas nécessairement. Donc il y a cette prévenance qu'il a que d'autres personnes n'auraient peut-être pas, et cette compréhension de je vais te faire découvrir des choses ou voilà. Et puis on repart, quoi, parce que de toute façon il a prévu de me ramener chez moi. Donc il me ramène chez moi et puis voilà, et puis on continue à se voir et à faire des dates jusqu'en juin. En juin, où il m'envoie un message
Et ça faisait peut-être... tu vois, on s'envoie des messages tous les jours, quasiment. On prend des nouvelles. Et je me dis, ouais, c'est bizarre, j'ai pas eu de nouvelles aujourd'hui. En plus, on est censé se voir et tout. Enfin, ça lui ressemble pas. Et puis, il m'appelle. Et je comprends dans sa voix qu'il y a un truc qui cloche, tu vois. Il y a un truc qui va pas. Et il me dit, hey, je suis trop désolée. Je t'ai pas donné de nouvelles, mais en fait, je suis à l'hôpital. Quoi, t'es à l'hôpital? Je comprends pas trop, tu vois. Je suis là. Puis c'est du vocabulaire anglais. Je m'adresse à quelqu'un qui ne sait pas dans ma langue maternelle. Ouais. Et il me dit, je suis à l'hôpital, j'ai fait une crise d'épilepsie, il y a les médecins, et il avait déjà fait une crise d'épilepsie. Ça s'était déjà passé. Son docteur, il me l'avait expliqué en fait, et il m'avait dit que son docteur, le docteur qu'il avait vu, qui n'était pas son médecin traitant, lui avait dit, ah, c'est peut-être une crise d'asthme. Parce que il faisait de l'exercice et c'est arrivé quand il était dans un stade en train de courir et de faire un footing. Ça arrive. Mais là, c'était la deuxième fois. Donc il y a un truc qui cloche. Et il était chez lui, il y a un truc qui s'est passé et sa coloc, elle a appelé les secours et puis les secours ont appelé les parents et il est à l'hôpital et il attend des résultats. Il me dit mais t'inquiète, je te tiens au courant et tout. Je lui dis mais non, tu me tiens pas au courant, c'est bon, je vais venir. Je connais tes parents. Il me dit ah ouais c'est vrai, bah vas-y passe. Oui, ça me fera plaisir de te voir parce que de toute façon on était censé se voir. Moi j'ai rien d'autre de prévu. Vas-y j'y vais. Donc tu vas le voir à l'hôpital. Je vais le voir à l'hôpital. Je sais pas du tout, je suis jamais rentrée dans un hôpital australien, je suis jamais vraiment allée dans des hôpitaux français, donc c'est un petit peu un monde différent. Alors oui, ça fait plusieurs mois que je vis ici, mais c'est un environnement qui est un peu inconfortable, tu sais pas trop ce qui se passe, t'es pas trop sûre de où tu vas, et puis je vois ses parents, et tout le monde a un petit air, il y a un truc qui va pas, quoi, il y a un truc qui cloche, Et puis au final, tu as le médecin qui arrive et qui lui dit on va se mettre dans une salle parce qu'il était dans une salle d'attente, il y avait un brancard qui était dans... Enfin, c'était vraiment... C'était pas très bizarre, intime, quoi. Non. Et il dit on va se mettre dans une pièce et on va discuter. Bon, tu sais, quand le médecin il a envie de discuter, tu sais qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Et là, il lui apprend qu'il y a une masse dans son cerveau et que cette masse, c'est certainement une tumeur. Et que la tumeur, il va falloir faire des trucs dessus, mais il va falloir faire une biopsie parce que on ne sait pas quelle est la nature de la tumeur, si c'est bénin, si c'est malin, à quel stade c'est avancé, si c'est allé ailleurs, et c'est dans le cerveau, donc c'est un endroit crucial, c'est ton centre de commande dans ton corps, quoi. Wow, c'est dur. Donc là, vous, ça fait 3 mois que vous fréquentez. C'est ça. Et t'apprends qu'il a une tumeur. Il a une tumeur. On ne sait pas trop ce qu'il advient, tu vois. Et je sais pas comment réagir, en fait. Je suis sous le choc. On est tous sous le choc. Et puis, c'est une nouvelle qui est tellement intime. Et au final, on a été intime, on se fréquente, on a noué des liens. Mais je suis dans une pièce avec sa famille. Et là, tout de suite, ça passe quelque chose de très... très profond, quoi, très lourd et de fou. Ça passe d'une relation légère à là t'es à l'hôpital avec sa famille et lui et les médecins et t'apprends la nouvelle en même temps que lui quasiment. Tu deviens, tu vois, j'ai 19 ans, en anglais on dit 19, donc teen, t'es toujours teenager dans l'adolescence. Non, c'est bon, là je suis devenue adulte en fait. Je sais pas vraiment ce que... Là, je me rends pas compte de l'ampleur de la nouvelle qu'on vient de me donner. Pour moi, le cancer, ça signifie la mort. Parce que dans mon historique familial, j'ai perdu des gens suite à un cancer. On a 3 ans d'écart, donc il a 22 ans. Et je me dis, waouh, mais il se passe quoi là en fait ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et puis, tu sais pas trop... là, t'es un petit peu... T'attends que les médecins te prennent en charge et ils vont t'expliquer c'est quoi le processus. Et en fait, il va falloir que tu vas être amené à faire des choix. Et moi, en fait, où est ma place là-dedans ? C'est, je vais essayer de l'accompagner comme je peux. Et je me souviens rentrer chez moi ce soir-là, peut-être pas nécessairement discuter avec ma famille, avec ma maman, pile à ce moment-là, mais dans la semaine. Et elle me demande comment ça va. Et elle sait que je vois quelqu'un. Et elle me demande comment lui, il va. Et je lui dis, écoute maman, j'ai une mauvaise nouvelle, je sais pas trop comment gérer ça. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que c'est un peu trop tard parce que je pense que je suis amoureuse. Et là, elle me
me dit, bah, c'est quoi la nouvelle? Je fais, bah, il a le cancer. Elle me dit, oh là. Et c'était, bah, tu sais que c'est pas un mot, enfin, le cancer, c'est un mot à bannir de son vocabulaire, quoi. T'as pas envie d'entendre ça, quoi. Ah non, pas du tout. Donc elle m'a dit, bah écoute, tu vas faire ce que tu sais faire, quoi. Enfin, tu vas gérer. Et puis, de toute façon, bah, t'es là pour lui. Et, essaye de... Enfin, il t'a montré tellement de prévenance et de gentillesse avec toi depuis que t'as passé du temps avec lui. Si tu dis que t'as des sentiments pour lui, si tu dis que t'es amoureuse, bah, tu peux juste être là pour lui et l'aider. Donc entre juin et août, parce que j'étais censée repartir en août, hein. Donc entre juin et août, il y a des traitements. Alors, il se fait opérer, donc on enlève la tumeur, donc il y a biopsie, ensuite opération pour enlever la tumeur, et puis ensuite passe la chimio, ensuite passe la radiothérapie pour enlever un petit peu les traces de ce qu'il y avait autour, en fait. Et puis, je pense que c'est à peu près là où on s'arrête. Il commence un essai clinique pour essayer de voir et mettre toutes les chances de son côté. Moi, je repars en août, donc on est un petit peu dans cette cocotte minute où on ne sait pas ce qui se passe avec cette relation, mais de toute façon, il a d'autres problèmes à gérer, en fait. Ouais. Et je ne sais pas si je vais rester avec lui, je ne sais pas si on est en couple, mais je voudrais bien le revoir. Je voudrais bien qu'il vienne... il m'a montré son pays, donc moi, je voudrais trop qu'il vienne voir mon pays. Parce que là, vous êtes en couple. Là, c'est officiel. Alors, on se voit, on est en couple, on a eu la conversation sur l'exclusivité, mais on n'a pas de plan dans le futur, la suite, en fait. C'est ça. Oui, parce que toi, tu rentres en France, puis lui, il a sa maladie aussi. Enfin, c'est flou, quoi. Flou, mais entre-temps, j'étais là quand il a fait des traitements, j'ai été voir les médecins avec lui, les médecins me connaissent, sa famille, je passe du temps avec sa famille. Et je fais partie de sa vie. Là, tu es rentrée déjà vraiment dans sa vie. Mais du coup, comment on va réussir à faire ça? On a réussi. On décide d'être dans une relation longue distance à partir du moment où je pars. Mais bon, tu sais jamais vraiment comment ça se traduit. Et c'est, écoute, je t'invite à venir chez moi à Noël. Ce sera avec plaisir que ma famille te rencontrera. Ils savent que je te vois, ils savent que tu me rends heureuse, je pense te rendre heureuse. Est-ce que tu voudrais venir voyager? Et t'as jamais été en Europe, donc viens découvrir l'Europe. Et puis si tout se passe bien, en fait, si tout se passe bien avec ton traitement. Donc il faut que tu aies l'approbation des médecins, que tu sois assez en forme aussi pour le faire, parce que outre que les médecins, enfin c'est si tu te sens, en fait, faut pas que ça soit une charge de fou. Et il accepte et il me dit et j'avais cette bague que j'avais à mon doigt, et en fait c'était un peu un témoignage pour moi de l'amour que j'avais pour lui, et il y aura toujours une trace, je serai toujours un petit peu avec lui, et en fait cette bague là c'était la bague de ma grand-mère que j'avais perdue pendant mon adolescence, et qui était un petit peu toujours la personne à faire attention à moi quand je me sentais pas bien, quand j'étais en conflit avec mes parents, elle me protégeait. Et quand je l'ai perdue, j'avais cette bague-là, et puis c'était un petit peu mon bouclier, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Et cette bague, je décide de lui donner. Parce que je peux pas être là avec lui physiquement, mais je serai avec lui psychologiquement. Je serai là avec les heures, le décalage horaire. Mais voilà, je décide de lui donner cette bague. Et un petit peu avant, en fait, on avait discuté de est-ce qu'on se met officiellement en couple sur Facebook. Tu vois, donc on est pseudo-officiellement, mais à l'époque, c'était si tu te mets sur Facebook, ça y est, c'est... Je le sentais un petit peu réticent par rapport à ça, de par son historique, je pense. Mais je n'avais pas tous les éléments à ce moment-là. Je comprends que, en fait, cette discussion, elle va pas aboutir nécessairement, et peut-être qu'elle aboutira dans le futur, mais le geste que je fais de la bague, ça arrive quelques jours plus tard, et c'est une réflexion que j'ai fait moi-même, et je fais ce geste. Et je pense que ça l'a touché grave. Et là, il me dit mais on est en couple. Et genre, c'était un peu une évidence pour lui, genre, mais oui, mais on va se mettre en couple sur Facebook. Alors que c'était vraiment des petits gestes, mais c'était un petit peu une reconnaissance de la relation qu'on avait, de quelque chose qui avait été difficile. Et puis, c'est pas parce qu'on va pas se voir comme on se voyait régulièrement que on va s'oublier et on va être là l'un pour l'autre, quoi qu'il advienne. Et tu viendras me voir. En fait, c'est ça le plan qu'on fait. Ouais, genre c'est vraiment matérialiser cette relation et la rendre vraiment... Elle existe, quoi. C'est ça, exactement. Aux yeux du monde, ma famille sait, ta famille sait, mais le reste, nos potes, même s'ils savent vite fait, là, ça y est, c'est tangible.
C'est ça, on s'ancre dans le présent. Pour l'instant, on a essayé de naviguer un petit peu des eaux troubles parce que c'était compliqué par rapport à lui. Et là, on se met un petit peu sur une barque, sur un bateau, et ça va mener... les eaux deviennent un petit peu plus tranquilles. Donc il vient me voir à Noël, donc en 2010. Et là, moi, je déroule un petit peu le tapis rouge. Je veux lui montrer ce qui se passe en Europe. J'étais rentrée en France très brièvement en août, mais en fait, je faisais mes études. Dans le cadre de mes études, je faisais 1 an en Angleterre. Donc en gros, il venait me rejoindre en Angleterre, voir un petit peu et faire la connaissance de certains de mes amis, voir comment je vivais en Angleterre. Et ensuite, on repart en France tous les deux. Il rencontre ma famille. Et puis ensuite, j'ai encore un petit peu de vacances parce que c'est les vacances de Noël. Donc il y a un petit creux dans la période scolaire ou universitaire. Je me dis, tiens, j'ai envie de me faire un petit kiff. Je vais l'emmener en Italie. On va aller à Venise, tu vois. Et du coup, on fait ça. Donc, on est en Angleterre, en France, en Italie. Donc, tu vois, il vient en Europe, il fait 3 pays en un. Mais il reste avec moi parce que lui, en fait, entre-temps, il avait mis en pause sa carrière. En fait, le cancer, c'était peut-être un résultat d'un stress, d'une anxiété liée au taf, à la pression. Il travaillait en tant que consultant pour un des Big Four, comme on appelle ça ici, donc un gros cabinet de consultants international où quand tu es jeune dans ta carrière, jeune diplômé, tu as plutôt intérêt à montrer que tu travailles dur pour monter les échelons. Et du coup, il met sa carrière en pause, donc ça veut dire que lui, il a plus de temps, en fait. Donc moi, mes peut-être 2-3 semaines de pause, lui, il peut venir 2 mois. Donc il vient, il prend son temps. Bon, en fait, il faut que ça matche un petit peu et que ça corresponde au calendrier des soins qu'il a, des traitements médicaux, et ça marche bien. Du coup, on passe un super moment ensemble, mes potes l'adorent. Et puis, il repart, forcément. Mais il revient en été. Donc on se dit, et à chaque fois, en fait, on a vécu 2 ans en relation de longue distance. Et on s'est toujours vu. Le maximum qu'on ait passé sans se voir, c'était 6 mois. Et à l'époque, en fait, il y avait les BlackBerry. Donc on pouvait s'envoyer des BlackBerry Messenger tout le temps sans payer du crédit. Parce qu'il y avait aussi... maintenant, on peut écrire à des gens sur WhatsApp, mais à l'époque, il n'y avait pas ce genre d'outils. Et c'est bizarre parce que c'est une révolution qui s'est passée, mais pour nous, maintenant, c'est acquis. Donc il vient l'été 2011. Pareil, encore une fois, je déroule un petit peu le tapis rouge pour lui montrer d'autres pays. Donc on va en Espagne, on va en Grèce, on est en France chez moi et c'est l'été, j'ai une piscine, donc c'est agréable. Et puis il rencontre un petit peu d'autres membres de mon cercle, de mon entourage qu'il n'a pas encore rencontré la première fois. Mais au final, tout le monde est familier avec lui dans ma famille. Je suis familière aussi avec sa famille que j'ai pas encore revue, mais que je reverrai plus tard. Et on profite, quoi. On est heureux. Et en fait, tous les moments qu'on a, parce qu'on ne se voit pas souvent dans l'année, mais quand on se voit, c'est des moments hyper qualitatifs. Il y a vraiment une complicité hyper forte qui s'est faite. On n'est pas fusionnel, mais quand je dis c'est mon âme sœur, j'ai vraiment l'impression qu'on était sur la même page, sur plein d'éléments de vie, des valeurs que tu as en tant qu'individu. Mais ça, c'est avec le recul, je dis ça. À la fin de mes études, je décide de retourner en Australie, de passer du temps avec lui, de passer du temps qualitatif, mais sur de la routine, sur du quotidien, et pour tester un petit peu le couple, parce qu'on sait qu'on est un couple solide. Mais la prochaine étape, c'est... on habite ensemble. C'est ça, il faut qu'on habite ensemble. Toi, tu parles pas français, moi, je parle anglais. J'ai fait des études, j'ai un diplôme français, j'ai un diplôme anglais, mais je veux terminer cette dernière année d'études. Ça me donne un petit peu un pass pour un visa étudiant, parce que les visas sont très problématiques en Australie. Donc ça me donne un visa étudiant et ça me permet de tester un petit peu les eaux et de me dire, on fait ça pendant 1 an. Si ça marche, on se met dans une relation ensemble avec un visa qui est approprié à ça, qui me permet de travailler moi parce que je serai jeune diplômée. Ça va pas être un parcours facile, mais on a l'un et l'autre et on a vécu des choses compliquées, mais jusque-là, on arrive à gérer ça ensemble. Non, parce qu'au final, là, ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. On a peut-être passé sur les 3 ans, tu vois,
9 mois ensemble. Max. 9 mois, Cali. Mais il y a cet échange qu'on a qui est platonique, malheureusement, mais quand tu es à longue distance. Mais on échange tellement sur plein de sujets. On continue de se faire découvrir des choses en termes culturels, en termes sociaux, de comment on vit et on partage ces expériences-là. Et il y a vraiment une connexion intellectuelle phénoménale, quoi. Ouais, exactement. Du coup, en février 2013, je décide officiellement d'émigrer en Australie, de m'installer en Australie. Lui vient pendant les vacances avant, parce qu'encore une fois, il avait de la flexibilité, donc il a repris un taf, mais c'est un taf c'est un travail qui est relativement flexible, il peut faire ses heures comme il veut. Et puis de toute façon, il a prévu des vacances. Enfin, la priorité, c'est qu'on passe du temps ensemble, qu'on fasse un petit peu les au revoir de mon côté par rapport à ma famille et mes amis, et qu'ensuite, on les invitera à venir me voir. Mais de toute façon, le plan, c'est je viens m'installer en Australie pendant 1 an, on voit ce qu'il advienne. J'arrive en février. Entre-temps, encore une fois, parcours un peu semé d'embûches, ce 3e voyage où il vient en Europe, donc lui est venu en Europe 2 fois, moi je suis allée retourner en Australie 1 fois, lui revient en Europe, et j'ai envie de lui faire découvrir encore d'autres pays, un petit peu comme sur la même vibe que les 2 premiers voyages. Je décide de lui faire une petite surprise, et on va aller à Bruxelles et à Amsterdam, donc comme ça fait encore d'autres pays à ticker de sa liste. Sur le chemin, donc j'habite dans le nord-est de la France, pas trop loin de l'Allemagne. Il y a des montagnes, il neige, on est en janvier. On se met en route en voiture, je décide de doubler parce que je suis un peu impatiente. Et là, accident en fait, faux mouvement, je fais un écart parce que je pense que le camion va se décaler et puis la route, il n'y a pas autant d'adhérence que je l'ai prévu. Du coup, un petit peu de tête à queue. Putain, merde, on partait en vacances, accident de voiture. Oh, le bug. La voiture fume, comme dans les films, hein. Encore une fois, on est encore sur un scénario. La voiture fume, j'ai l'impression d'être James Bond. On est à 1/2 heure de chez moi en voiture. Donc on n'a pas du tout commencé encore la route. Hein. Et je me dis, il va falloir qu'on sorte parce que là, sinon, on va faire suraccident. Enfin, j'essaye de réfléchir rapidement et je me dis, on sort. Je le regarde, je dis, c'est bon, t'es bien, on sort pas de la voiture, du tout. Il me dit, ouais, c'est bon. Je lui dis, écoute, là, je pense que je vais nous sortir de où on est parce que je sais pas combien de temps la voiture, elle est encore sous le capot. Donc, est-ce que ça te va? Ouais, ça me va, vas-y, c'est bon, ok. Du coup, on sort. Enfin, trop bien, rassurée et tout. Et là, je sors de la voiture pour voir l'ampleur des dégâts. J'ai pas encore checké, hein, mais le capot, il est bien enfoncé, je le vois. Enfin, heureusement, le pare-brise, il n'y a rien et tout, donc c'était possible de voir. 2-3 jours plus tard, il nous refait une crise d'épilepsie. Et là, je me dis, waouh, est-ce que c'est moi qui ai causé ça? Est-ce que c'est suite à l'accident? Est-ce que c'est le cancer qui revient? Il est en rémission, ça fait 3 ans que c'est comme ça et tout. Et on va rentrer en Australie dans 1 semaine. On appelle les urgences, hein. Donc les urgences nous prennent, une ambulance vient me chercher, etc. Donc crise d'épilepsie, moi j'avais jamais vu une de ces crises d'épilepsie. Donc là, c'est pendant la nuit, on dort, il se réveille, en fait, je crois qu'il fait un cauchemar et non, en fait, il tremble, il tombe du lit et je me dis, waouh, mais il se passe quoi? Je mets la lumière et tout et là, je vois qu'il répond pas du tout. Je vais chercher mes parents parce qu'on dormait chez mes parents. Je dis à ma mère, il se passe un truc et tout. Elle appelle les secours. Elle leur dit ce qui se passe. Et puis, il va à l'hôpital. Moi, je l'accompagne. Mais mademoiselle, vous pouvez pas y aller. Comment ça, je peux pas y aller? Je suis sa compagne, d'une certaine manière. Je suis sa copine, on est ensemble. Ouais, mais vous êtes pas mariés. Mais de quoi tu me parles, en fait? Et c'est un système qui est régulé, qui est réglementaire. Je comprends tout à fait. Hein. Mais pour moi... J'ai mon copain qui est malade, je connais son historique, j'ai été là pour ses soins, il ne parle pas la langue de l'hôpital et là tu me refuses mon droit d'entrée, mais je viens pas pour... Ouais. Je suis pas pour... C'est pas logique quoi. Ouais, c'est ça en fait. Et j'étais tellement énervée et au final on a réussi à... Parce qu'on connaissait quelqu'un qui travaillait à l'hôpital, parce qu'on connaissait quelqu'un qui était dans les urgences... à juste avoir le niveau d'information qu'il a été vu par les médecins, tout va bien, il est en train de faire des examens, et puis le médecin qu'il a vu, il parle anglais. Bon ok, c'est bon, je suis rassurée. Mais je suis dans la salle d'attente, je sais pas ce qui se passe, c'est un peu, je trouve ça un peu inhumain en fait.
Mais c'est une procédure que tu dois suivre et voilà. Et puis, on envoie tous les scans les examens qu'il a fait à ses médecins, à son équipe médicale en Australie. Et puis là, il nous renvoie un truc en disant non, c'est bon, il peut monter dans l'avion. Parce que c'était aussi ah merde, est-ce qu'on est bloqué en France Oui, parce que vous repartiez ensemble. C'est ça en fait, on repart ensemble. Moi, je commence ma dernière année de master en Australie dans 2 semaines. Et du coup, ça va être un peu de rock'n'roll la logistique. Si ça se passe pas comme prévu, il va falloir qu'on ait un plan de secours. Ce qu'on n'avait pas prévu. Et du coup, les médecins, ils nous disent ouais, c'est bon, tu peux monter dans l'avion, il n'y a pas de souci. Mais du coup, c'était difficile pour sa famille à lui parce qu'ils n'étaient pas là, ils n'ont pas vu, ils me font confiance, mais c'est compliqué, tu vois, tu t'inquiètes. Et puis, c'était aussi, en fait, il y avait de l'inquiétude de la part de nos 2 familles. Parce que on a vécu cette histoire qui était difficile au début et qui s'améliorait. Et là, il y a un truc qui est difficile. Moi, je pars loin, je pars à l'autre bout du monde et ma famille est là, wow, mais qu'est-ce qui va se passer, donc c'est compliqué. Mais on arrive, il fait des examens avec son équipe médicale en Australie, tout se passe bien et en fait non, c'était juste une cicatrice, un court-circuit au sein du cerveau, une cicatrice qui est liée à la première, l'opération qu'il a fait. Moi, je dis la première opération parce qu'il va en refaire. Donc ça, c'est février 2013. Se passe quasiment toute mon année scolaire. Tout se passe bien. On passe de super bons moments en famille, avec sa famille. Moi, je me fais des potes. Il commence à connaître mes potes de la fac. Je rencontre plus d'autres amis que je n'avais pas encore rencontrés jusqu'à présent. On est un couple hyper solide, hyper complice. On a nos vies indépendantes dans le sens où il vit sa vie, moi je vis ma vie, on se retrouve, on habite ensemble, on a cette... Un équilibre, quoi. Ouais, un équilibre qui est normal, en fait. On est un couple d'adultes. On est en 2013, j'ai 22 ans. Donc lui en a 25. Je finis mes études, ça y est, je vais m'insérer dans la société. Et je vais avoir une vie d'adulte, un couple stable, une carrière qui va commencer. On s'inscrit dans le futur. Le cancer qui peut être un boulet n'est pas un boulet pour nous. En fait, ça ne va pas nous empêcher de prévoir des choses dans la vie. Jusqu'au moment où, en novembre, du coup, à la fin de l'année, donc mon année scolaire ou universitaire est quasiment finie, et... il y a un truc qui se passe, il va pas bien, il fait des examens régulièrement en fait pour voir un petit peu de contrôle, pour voir comment ça va, sa santé, et puis à chaque fois ça se passe bien. C'est souvent qu'il va faire ses rendez-vous de contrôle tout seul, je l'accompagne plus parce que on n'est plus dans un traitement un petit peu plus intensif, et il y va, et ensuite, il m'envoie un message pour me dire tout s'est bien passé, j'ai eu le résultat, etc. Enfin, ça se passe dans la journée, c'est relativement rapide et puis c'est juste un message, quoi. Je sais que c'est procédurial, mais c'est comme ça que ça se passe en général. Ça fait 3-4 fois. Et puis même quand on était en longue distance, je savais quand est-ce qu'il avait des rendez-vous importants et je savais que j'allais checker et avoir une notification qui me dit c'est bon, jusqu'à ce jour de novembre où il m'appelle. Et là, je sais que s'il m'appelle, c'est qu'il y a un truc. Tu le sens au fond de toi. Tu sais que ton ventre, tu vois, ton gut feeling, ta chair, elle te dit « Waouh, il y a un truc qui cloche ». Il m'appelle et il me dit « C'est revenu ». Et là, je sais pas à quel point c'est revenu, en fait. Mais j'ai appris, avec tous les traitements qu'il a fait, c'est quoi le grade de la tumeur, c'est quoi les répercussions qu'ils peuvent avoir sur son système nerveux. On retourne voir les médecins. Et les médecins nous disent que on va le prendre en charge, on va essayer de nouveaux traitements. Il y a eu des progrès entre le moment où il a eu le premier cancer et où il y a eu la rémission. Donc il y a eu des améliorations scientifiques, la recherche est dessus. Ça va le faire. Il y a de l'espoir en fait. On l'a vaincu une première fois. Il n'y a pas de raison qu'on le combatte pas ensemble une deuxième fois. On te dit en fait en général quand tu as un cancer, on te donne le prognostic ou le diagnostic et quelles sont tes chances de survie sur le long terme. Il a eu un cancer du cerveau. Le cancer du cerveau, c'est tu as une chance sur 4 de passer 5 ans, il me semble.
Donc ton espérance de vie, elle est quand même très réduite. Mais plus tu es jeune, plus ton système peut se défendre, plus tes cellules peuvent se régénérer. Donc il ne faut pas perdre espoir et il faut garder ça. Et son médecin, son chirurgien nous a vraiment conseillé de faire des projets, s'inscrire dans le futur, toujours. Ne jamais lâcher les bras parce que tu sais pas en fait. Ce qui s'applique sur une personne ne s'appliquera pas forcément sur une autre personne. Chaque système, chaque corps est différent, système immunitaire est différent et voilà. Du coup, on établit des traitements, donc il se fait opérer en décembre et puis ensuite on commence un petit peu une batterie de traitements et quand je dis on commence, moi je vais l'assister comme je l'ai fait la première fois à partir de février à peu près. Ma maman me rend visite en février. C'est un moment agréable parce que moi j'ai ma remise de diplôme, j'ai son papa qui vient assister à ma remise de diplôme, ma maman aussi. Et puis ça commence à faire un moment qu'on est ensemble. Mon visa va pas tarder à se terminer. J'ai cette échéance-là parce que j'ai eu mon diplôme aussi. Donc je lui mets un petit peu la pression. Moi j'ai un petit peu lâché ma vie en France. On a prouvé qu'on était solides l'un envers l'autre et qu'on s'engageait, qu'on ne veut pas s'engager, le terme anglais, plus loin, c'est-à-dire se fiancer. Moi, j'attendrais bien une petite demande en mariage de ta part. Là, je le sens un petit peu réticent comme on voulait se mettre en couple sur Facebook. Je sais qu'il a besoin de réfléchir et il a besoin d'un petit peu plus de temps. Et puis, je me dis, bon... je vais peut-être lâcher, enfin, il y a d'autres trucs qui se passent dans sa tête, c'est peut-être pas la priorité. C'est pendant que ma maman est là, en février, et on est autour de la Saint-Valentin. Et autour de la Saint-Valentin, je m'attendais à une petite attention. Ma maman était là, donc je voulais lui montrer certains coins en Australie, donc on fait des petits voyages et tout, et on est dans un coin, on est dans le Queensland, un endroit paradisiaque, Whitehaven Beach. J'attends qu'une chose, c'est qu'il me fasse un cadeau, tu vois. Est-ce qu'il va m'offrir une bague? Est-ce qu'il va me faire des fleurs et tout? J'avais prévu une petite carte pour lui le jour du 14 février. Nada. En plus, à l'aéroport, il y a des cœurs, tu vois, donc on fait des photos avec des cœurs. Ma maman, elle est trop contente pour nous. Mais voilà, il se passe rien. Et en fait, ce que je savais pas, c'est qu'il avait demandé à mon père ma main par email. Et ça, c'est des trucs que tu sais pas. Il va pas me dire, bah, j'ai demandé à ton père l'autorisation. Mais encore une fois, on reste sur du chevaleresque. On reste sur du... c'est très gentleman. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il savait que c'était quelque chose qui me tenait à cœur et qu'il voulait vraiment suivre un petit peu un protocole. Parce qu'au final, notre histoire, elle n'est pas du tout ce qu'on peut imaginer d'une histoire classique. Mais il a envie de mettre un petit peu des touches de tradition là-dedans. Ce que j'ai vraiment... J'étais très reconnaissante et puis touchée aussi qu'il ait fait ça. Et quelques jours plus tard, on est à table autour d'un dîner avec sa famille et ma maman qui ont appris à se connaître et ils s'entendent très très bien et là il se met à genoux et je capte pas, je crois qu'il va refaire son lacet ou je sais pas quoi et c'est sa sœur qui est en face de moi qui dit mais il est en train de faire une demande en mariage là. Et là, grosse surprise en fait. Enfin, il savait, on avait un petit peu fait le shopping des bagues, tu vois, quand tu dis tiens, regarde, elle est bien celle-là, etc. Tu sais, hein, quand t'es une fille, tu mets des petites graines, tu plantes des petits trucs. Et là, il me dit, et je me souviens pas du tout de comment il m'a dit, je me souviens juste, tu vois, le moment, la musique, enfin, il baisse la musique, on est c'est après le dessert ou avant le dessert, je sais plus. Est-ce que tu veux m'épouser? Mais oui, évidemment. Enfin, bien sûr que je t'ai embêté tellement, mais c'est tellement mignon la demande que t'as fait. Et puis, moi, je pensais que je voulais une demande en grande pompe, devant plein de monde, alors que là, ça avait un côté intimiste et c'était vraiment... ça reflétait en fait la relation qu'on avait qui était en phase entre nous. Et on est dans le partage, mais on est dans le partage avec la famille et nos familles ont été avec nous sur toute la durée de la relation. Et puis, voilà, on est fiancés et moi, je suis assez rapide en fait. Quand j'ai quelque chose en tête, quand j'ai une idée en tête, je mets
les choses rapidement en place. Et du coup, direct dans les jours qui suivent, je dis à ma mère, il faut que je prenne rendez-vous pour la robe. En plus, comme t'es là, peut-être que ce serait bien de faire ça maintenant. Elle me dit, attends, tu veux te marier quand? Je sais pas, moi, dans un an. En général, c'est le classique. T'attends un an et tu planifies tout ça. Et elle me dit, ok, d'accord, mais pourquoi tu veux essayer la robe maintenant? Enfin, c'est un peu trop tôt. Et je lui dis, t'es là, autant qu'on en profite. Et puis, il va falloir qu'on fasse la liste d'invités. Et puis, on commence à faire la liste d'invités. Et puis, son père, à lui, est quelqu'un de très, très prévenant aussi. Hein. Donc, il a très bien appris de son père. Une figure paternelle modèle. Il lui dit, tiens, j'ai réfléchi à tel endroit. Peut-être que ça pourrait être sympa parce qu'on voulait faire un mariage sur la plage. Voilà, ça, c'est le plan. Évidemment, la vie a des projets différents. Donc ça, c'est à peu près, on est en février 2014. En mars 2014, donc ma maman est rentrée, on réfléchit un petit peu plus, on fait un petit peu plus de planification en termes de mariage. On a commencé à réfléchir sur des prestataires, on sait ce qu'on veut en termes de thème, on sait ce qu'on veut en termes de quel genre de personnes on a envie d'inviter. On sait aussi qu'on voudrait bien qu'on repasse en France pour annoncer la nouvelle en face à face et peut-être faire une fête de fiançailles et puis ensuite inviter les gens. Parce que le plan, c'est je vais rester en Australie. Je vais rester en Australie, il faut qu'il continue à apprendre le français, et puis je vais m'enraciner un petit peu plus ici, et ensuite on verra quand on sera plus à l'aise, et puis il y a encore cette épée de Damoclès qui est la santé, où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Sauf que on va faire un des traitements général, et il a recommencé un autre essai clinique, donc quelque chose de différent, parce que quand tu passes par le cancer une première fois, si tu passes par le cancer une deuxième fois, il y a certains traitements qui vont plus nécessairement être efficaces au niveau de ton corps, parce que ton corps va développer une accoutumance, parce que... ça aura plus d'effet, et du coup, c'est comme un placebo, quoi. C'est ça, exactement. Du coup, c'est inutile, et il va falloir que tu te retranches sur une certaine catégorie de médicaments, ou ta liste, elle n'est pas aussi longue que la première fois que tu as fait ton traitement. Il fait cet essai clinique, et moi, je connais bien son infirmière qui est rattachée à son oncologue, et à un moment, elle me dit, tiens, viens, on va faire une petite marche, on va aller se balader ensemble. Une conversation informelle, enfin voilà, on va juste faire une petite discussion. Non, c'était pas une petite discussion en fait. Elle m'annonçait qu'il lui reste plus beaucoup de temps et que, en gros, dans 2 mois, d'après ce qu'ils ont vu dans le passé avec d'autres patients, donc ils ont à peu près, ils estiment qu'il a une durée de vie de 2 mois actuellement. Wow. Et là, l'infirmière me dit, il va falloir que tu l'annonces à ses parents et ensuite vous prenez la décision de si vous le dites à Russell ou pas. Wow. Moi, je suis une gamine. Je sais pas. Là, on te met une responsabilité sur les épaules qui est juste... J'essaie de pas montrer qu'il y a un truc dans ma tête qui trotte, qu'il y a une bombe à l'intérieur de moi qu'il va falloir que je désactive et que je coupe certains fils. Mais je sais même pas si les fils que je vais couper, c'est des bons fils. Et en fait, il va falloir que je fasse appel à un des mineurs qui sont ses parents. Et c'est pas vraiment moi qui vais... Moi, j'ai juste la bombe en main. Ouais. Et il va falloir que quelqu'un m'aide à couper les fils, mais je sais même pas comment lire le compteur qu'il y a dessus. Et est-ce que le compteur il est bon en fait? Moi je leur dis, je dis aux parents qu'il lui reste plus beaucoup de temps et on garde toujours en tête ce que son chirurgien nous dit, c'est-à-dire que vous inscrivez dans le futur, vous faites des plans sur le futur. Là, le plan sur le futur qu'on a ensemble, c'est le mariage. Donc qu'est-ce qu'on va lui dire? On ne peut pas lui dire qu'il est condamné. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est malade, parce qu'il abandonnera. Et c'est le truc qu'il faut garder en tête dans la maladie, comme dans la vie, comme dans l'amour, c'est qu'il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Espère, ça va le faire. En fait, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Il y a un côté de développe ta résilience, comme on dit en anglais. Et l'adversité, c'est en passant par l'adversité que tu vas devenir plus solide. Et on est déjà solide. On est déjà un couple qui est dur. On l'a montré dans la durée. On avait un parcours semé d'embûches. Il n'y a pas de raison que ça aille pas. Sauf que les médecins, ils savent. Hein. Enfin, ils en ont vu des cas. Ils gèrent tous les jours. Mais toi, tu es un cas isolé. Tu vis dans ta bulle et
un petit peu naïve, moi je me suis dit mon amour va le sauver. Tout l'amour qu'il a autour de lui, tout le soutien qu'il a, tous les choix qu'il a fait pour essayer d'avoir une vie plus saine, changement d'alimentation, changement de carrière, changement de projet, méditation. Il essaye plein de techniques et de tactiques pour améliorer et prolonger sa durée de vie. Et c'est pas des questions que tu te poses quand tu as 20 ans ou 25 ans. On fait le choix avec ses parents. Bon, en même temps, c'était un peu de contraint et puis je savais pas trop quel était mon vote par rapport à ça, de ne pas lui dire. De continuer à s'inscrire dans le futur et à continuer de planifier les choses, mais on va changer les plans en fonction et ajuster un petit peu la feuille de route, ce qu'on décide, et s'orienter vers des choix qui sont un petit peu différents. Donc le mariage sur la plage, avec une liste d'invités à peu près normale, 80-100 invités, on va réduire ça à une vingtaine d'invités, à un lieu un petit peu plus proche de là où on est basé actuellement. Les prestataires, il va falloir que je change les dates parce qu'on va ravancer le mariage. On décide de ravancer le mariage. Lui, il va falloir qu'on l'admette en soins palliatifs. Et ça, c'était un coup dur pour tout le monde parce que ça veut dire que tu admets en fait un soin palliatif. Si tu lis entre les lignes, ça veut dire que tu sais pas s'il va partir de l'hôpital, s'il va sortir de l'hôpital pour revenir à la maison et mourir à la maison, ou s'il va rester entre les quatre murs de l'hôpital et qu'on va l'accompagner le plus possible dans l'après-vie en fait. Là, on est sur une fin de vie. On arrive sur une fin de vie. Au final, on se marie. Et ça, c'est un moment tellement heureux. Donc on se marie, on change la planification de tout le mariage, on change les prestats, on annule certains trucs, et au final on se marie, on est 12 personnes au mariage. On se marie, c'est un jour magnifique. Il fait beau, il y a du soleil, on est dans une petite gloriette, dans un parc, pas loin de l'hôpital. Moi, je me suis préparée, j'ai mis ma robe et mon maquillage et ma coiffure dans une chambre d'hôpital pendant que lui, il était en train de se préparer à côté. C'est un contexte hyper particulier. Ma famille est venue, a fait le voyage, ma meilleure amie aussi. Donc j'ai mes parents, ma tante qui est aussi ma marraine et qui est très très importante dans ma vie, et ma meilleure amie. Désolée, j'ai un peu d'émotion dans ma voix. Et c'est une belle journée et tout le monde se dit oh là là, ça va être dur émotionnellement. Mais non, c'était plus dur pour lui. En fait, il a pleuré quand j'ai marché. Tu vois, tu marches pour arriver à l'hôtel, qui était un petit peu un hôtel différent. Mais il pleure. Et je suis là, mais non, tu vas pas pleurer parce que tu vas me faire pleurer. Et c'est un moment, en fait, on est super heureux. Lui, je sais pas si au fond de sa tête, il est là et il pleure parce qu'il sait qu'on va pas passer énormément de temps mariés ensemble. Mais tout le monde est tellement heureux que, en fait, c'est la culmination et c'est le moment le plus important dans notre union. Tu te maries pour le meilleur et pour le pire. Nous, on a vécu le meilleur. Le pire nous attend. Ce jour-là, il est en forme. Il est super content, il rigole, il écoute le speech de mon père qui dure longtemps en anglais. Il a fait l'effort de tout traduire. Et puis, c'est un moment familial, heureux, on rigole. Oh, on a oublié les alliances. Donc, il y a son témoin. Je le regarde et en fait, notre célébrante, la personne qui officie le mariage, nous dit et les alliances. Et là, gros blanc, parce que va organiser un mariage dans un hôpital et puis t'as 50 personnes qui te demandent 50 trucs. On n'avait pas de wedding planner. Et je suis là, oh, les alliances. Et je regarde son frère c'était son témoin. Et il me regarde, il me dit bah, de quoi j'étais censée savoir. Et je suis oh là là, on a oublié les alliances. Et là, son meilleur ami qui est aussi qui est pas qui va pas signer en tant que témoin, mais c'est l'équivalent de son témoin. Il me dit bah tu sais quoi, vas-y, je vais les chercher. Elles sont où les alliances? Et en fait, le témoin frère sait où il a mis les alliances, il a juste pas pensé à les prendre. Du coup, trop drôle, et on a les photos, et c'était vraiment ça, c'était un moment tellement rigolo. Il enlève ses chaussures, il est grand, il enlève ses chaussures et il court pieds nus, classique à l'australienne, jusqu'à l'hôpital, qui est à, on va dire, 800 mètres. Mais du coup, ça nous met... on attend pendant 10 minutes pendant les alliances et on rigole parce que, comme dans les films, quoi. Enfin, genre, forcément, tu vois, c'est un jour magnifique, il se passe tellement de... Enfin, c'est chargé d'émotions,
mais on n'a pas pensé au petit détail qui fait que. Un autre très beau moment de la journée, c'est mon père avait ramené des lanternes, un petit peu comme il y a dans les pays asiatiques, où tu mets du feu et où hop, ça s'envole. Il y avait cette lanterne et cet amour, ce feu qu'on a entre nous qui monte et qui s'élève vers le ciel. Et c'est un peu une métaphore parce que ça y est, en fait, c'est le dernier jour où il est vraiment pleinement conscient. On a été mariés 11 jours. Donc il est décédé au bout du 11e jour. Je me suis réveillée dans la chambre d'hôpital. Ma maman est restée dormir, donc je pouvais dormir dans sa chambre d'hôpital. Elle est restée dormir avec moi ce soir-là, la veille, pour X ou Y raison. Elle est juste restée, en fait. La vie a fait que. Et moi, je lui dis, mais non, c'est pas possible. T'es dans le déni. Première étape du deuil. Et le deuil, il y a plusieurs étapes, et c'est pas des étapes linéaires, c'est des étapes qui sont relativement flexibles, et tu t'apprends à le vivre, en fait. Il y a une notion par rapport au deuil, c'est le deuil anticipé. Et on était dans un deuil anticipé. Moi, j'étais dans un deuil anticipé. Ça faisait 2 mois que je savais que ça allait venir. Le point le plus beau, c'était le mariage. On l'avait vécu. Et comme je te dis, on savait que le pire allait arriver. Je savais que le pire allait arriver. Donc, il fallait que je regroupe toutes mes forces, hein, que je me montre forte. Et puis, voilà, je serai assistée. Il y aura des gens autour de moi. Je ne serai pas seule. Comme lui n'a pas été seul dans toute cette expérience-là. Et puis, après, tu te rends compte, enfin moi je me suis rendu compte que je l'ai perdu, ça y est, enfin genre je suis dans le déni, mais j'ai besoin, comme ma mère a eu besoin que moi je confirme, j'ai besoin que quelqu'un d'autre confirme. On a vécu plein de bons moments, et il est plus là. Et je sais pas comment je vais faire. J'ai 23 ans. Je suis veuve. Je sais même pas ce que ça veut dire être veuve. Je sais même pas comment je vais faire. Les décisions que je prenais ou les choix que je faisais quand il était là, il n'y avait aucun problème parce que je savais qu'il était derrière moi. Moi, quand je l'ai perdu, j'ai perdu la personne qui était à mes côtés depuis 4 ans. Un petit peu plus de 4 ans. La personne qui partageait mon quotidien en physique ou à distance en ligne. La personne qui avait appris et qui m'avait vu évoluer sur les dernières années, parce que c'est quand même des années cruciales quand tu es à la fin de ta vingtaine, au milieu de, entre 20 et 25 ans, tu te forges. Il y a plein de choses qui se passent dans ta vie et tu apprends plus sur qui tu es, tes valeurs, sur ce que tu veux dans la vie, mais tout est flou. Et j'avais la meilleure personne à mes côtés. Mais là, je me retrouve toute seule. Je sais pas trop ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas comment je vais gérer. Et on s'inscrit dans le futur. On s'inscrit toujours dans le futur. Il n'y a plus de futur. Mon futur, il est anéanti. Tous les plans que j'avais fait sur la connaître, on avait choisi le prénom de nos enfants. Ça, il va falloir que je fasse le deuil de toutes ces choses-là. Pour l'instant, là, il faut que je sois dans l'action, il faut que je fasse encore ces choix-là. Mais après, il va y avoir la descente. La descente où j'ai été dans le déni très très rapidement, mais après j'ai été dans la négociation, qui est une autre étape du deuil. Et la négociation, c'était tu prends des actions et tu te dis si je peux pas faire ça, je vais faire ça. Et c'était par rapport un petit peu à la gestion des funérailles. Et puis après, tu as la déprime qui arrive. Waouh, qu'est-ce que je vais faire? J'ai passé 4 ans avec la plus belle âme que j'ai connue. Je l'ai perdue. Jamais je vais pouvoir me marier, jamais je vais pouvoir tomber amoureuse, je vais pas... ma vie est finie. Mais non, n'importe quoi. Ta vie, elle fait que commencer. Tu vas y arriver. Entoure-toi des bonnes personnes, trouve du soutien où tu peux, avance progressivement, n'essaye pas de faire trop de choses en même temps, il va falloir que tu répares ton petit cœur. Parce que mon cœur, il était gros. Il avait décuplé tous mes sentiments et tout l'amour que j'avais envers moi, envers le monde, envers ma famille. Et puis, j'ai perdu ça, en fait. Mon cœur, il était gros. Enfin, il s'est restreint, il s'est... Renfermé. Ouais, il s'est renfermé. Et c'était juste... quand j'étais avec lui, j'étais assoiffée de plein d'expériences, mais il m'apportait, il m'abreuvait. Là, je suis dans un désert émotionnel. J'ai même pas soif. Il faut que je boive.
Mais de toute façon, je sais même pas où est la prochaine source d'eau. Enfin, il y a peut-être des gens qui vont m'apporter à manger ou à boire, mais est-ce que je m'abandonne? Est-ce que les questions que ma famille m'a posées, c'était, ou qu'elles se sont posées et qui m'ont dit après, est-ce qu'Aurore va rester en Australie? Son rêve, c'était l'Australie. Ensuite, c'était rester en Australie pour être avec Russell. Mais est-ce que ce rêve-là, il a changé? Et au final, non, je suis tombée amoureuse. Je suis tombée amoureuse d'un Australien, je suis tombée amoureuse de l'Australie. On a fêté les 10 ans de son décès l'année dernière. Il y a tellement de choses qui se sont passées en 10 ans. Et des fois, et régulièrement, je me pose la question, tiens, qu'est-ce qu'il penserait de qui je suis maintenant? Et des fois, je me dis, qu'est-ce qu'il ferait dans cette... comment il me guiderait dans ces circonstances ou cette situation. Et pour moi, c'est juste devenu un ange gardien. C'était un ange vivant, mais c'est un ange gardien et j'essaye de croire qu'il y a une bonne étoile qui veille sur moi, quoi qu'il se passe. Et puis, j'ai appris à me reconstruire. J'ai appris à... Donc j'avais mis un petit peu ma carrière en fait sur pause parce que j'étais jeune diplômée, mais au final, il a fallu que je gère ses soins, le mariage, et puis ensuite, il y a la retombée de je traverse le deuil. Donc, j'ai pas nécessairement commencé ma carrière comme je l'aurais voulu. J'ai fait le choix de rester en Australie parce que c'est un pays que j'aime par-dessus tout. C'est une nation que j'ai choisie et qui m'a accueillie et qui m'a accueillie à bras ouverts de par sa famille, mais aussi en termes d'opportunités professionnelles ou personnelles. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en Australie et j'identifie ça vraiment comme un pays d'adoption. Et puis, en fait, ma carrière a été un petit peu en suspens, on va dire, les 3 premières années où j'essayais vraiment de me reconstruire. J'ai rencontré une nouvelle personne avec qui ça s'est passé. Je me suis un petit peu dérobée parce que j'avais peur de l'engagement. J'avais pas tout à fait le deuil de Russell. J'étais repartie sur une autre relation et c'est quelque chose que j'ai appris et je pense que j'ai acquis en maturité avec le temps. Mais quand j'ai rencontré la personne après Russell, j'avais entre 25 et 27 ans. On est resté un petit peu moins de 2 ans ensemble. Et lui voulait faire des projets dans le futur. Et moi, c'est ce que j'ai toujours voulu. C'est ce que j'ai toujours été comme ça dans mes études, dans ma vie perso. Je réfléchissais toujours à quel est le projet d'après. Et là, je pouvais pas. C'était pas possible. Et j'étais pas réparée au final. J'avais pas pris assez de temps à me réparer, j'avais besoin d'attention, j'avais besoin à ce que quelqu'un prenne soin de moi et cette personne-là a su le faire. Sauf que ma belle famille était très présente aussi encore pour moi et je les remercierai jamais assez pour ça et je vivais encore avec eux. Donc j'avais un petit peu cette relation cachée. Ça veut dire que c'est peut-être pas le bon et oui, tu vas retrouver l'amour, mais le plus important c'est qu'il faut que tu retrouves l'amour en toi, la confiance en toi. Alors, c'est bizarre hein, qu'un deuil, que perdre quelqu'un te fasse perdre confiance en toi. Mais et je me suis rapprochée de certaines personnes qui ont perdu des gens de par le cancer ou d'autres veuves qui étaient jeunes. Et c'est une expérience qu'on partage en fait. Tu perds un petit peu de confiance en toi ou tu remets en question certains choix que tu as faits. Et moi, je pense qu'il y a eu un sentiment de culpabilité. Tu as le syndrome du survivant. De pourquoi lui et pas moi, quoi. C'est ça. Et moi, je l'ai senti. Donc j'ai perdu ma confiance en moi, j'ai eu le syndrome du survivant, j'ai eu aussi un sentiment de culpabilité dans la mesure où, comme je te disais avant, mon amour n'a pas pu le sauver. Mais c'est juste une question de... il n'y avait pas de logique dans ce raisonnement. C'était une relation qui a pivoté ma vie, qui a fait que j'ai choisi d'aller m'installer dans un autre pays, qui m'a donné aussi la possibilité, l'opportunité de rester. C'est grâce à lui que je suis là. Et il m'a tellement fait grandir. La façon dont j'approche la vie et la perspective que j'ai de la vie, il y a des choses qui vont me paraître tellement triviales, tellement futiles. Je vais essayer de me concentrer sur des choses et des fois je vais sortir des trucs genre mais peu importe. Ça c'est pas le plus important en fait. Le plus important c'est je suis relativement en fait j'ai appris que ça servait à rien de tergiverser, de perdre du temps dans les choses. Donc j'étais déjà dans l'action mais je suis encore plus dans l'action et je vis à 100 à l'heure. Au point que peut-être que des fois je devrais plus apprendre à me poser et c'est là où j'en suis maintenant dans ma vie, c'est
Apprends à te poser, apprends à passer du temps avec toi-même, avec ton cerveau, tes idées. Parce que si tu veux toujours être dans l'activité, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que tu as du mal d'être dans l'inactivité. Si j'ai du mal d'être dans l'inactivité, ça veut dire que ça traduit quelque chose que je veux ignorer. Donc je reste un petit peu dans le Que tu déni. peux fuir parce que tu n'as pas envie d'être dans tes pensées, quoi. Exactement. Et en fait, apprendre à être dans mes pensées, ça m'a appris, il y a une certaine philosophie de la vie. Quand tu es confronté à la mort, on pense tous qu'on est invincible, immortel. Non. Là, le plus important dans la vie, c'est la santé. Le plus important, je pense qu'on on me définit autour de moi en tant que carriériste, je pense que c'est le cas. Et maintenant, je suis hyper fière de où j'en suis professionnellement, mais il y a encore des choses à faire personnellement. Le plus important, c'est de prendre soin de moi, de ma santé physique comme ma santé mentale, et aussi de croire que l'amour, en fait, l'amour, il y en a partout. L'amour, c'est pas juste une relation romantique, c'est une relation amicale, c'est une relation familiale, c'est une relation que tu peux avoir avec une personne que tu ne connais pas, mais tu vas avoir des petits gestes d'affection ou d'amour, ou dire à une personne, croiser une personne dans la rue et lui dire j'aime bien ta tenue, ou t'as un beau sourire, ou des petits actes de kindness, comme on dirait en anglais, et de bonté en fait. Il m'a appris à aimer, il m'a appris à l'aimer, il m'a appris à m'aimer, et il m'a appris à aimer la vie et à aimer le monde et à aimer l'Australie, les voyages, la musique, l'art, la culture, tout ce côté australien, mais ce côté aussi à être hyper fière de qui je suis. Et puis, il m'a appris à me faire confiance. J'ai perdu cette confiance-là, je continue et je pense que c'est un travail, c'est le travail d'une vie, hein. C'est pas, ça va pas être 10 ans, enfin ça n'a pas été, ce sera pas un travail qui sera abouti. Il y a beaucoup de gens qui me disent, beaucoup d'amis, de manière très à être dans la bienveillance pour moi, qui me disent mais tu sais, t'as peut-être pas fait le deuil. Ou tu sais, il y a peut-être. Et je sais pas si c'est une manière de projeter parce que elles sont un peu tristes pour moi ou parce qu'elles pensent que ça continuera à aller mieux. Et c'est leur manière de définir et de dire ça. Mais non, en fait, qu'on soit certain d'une chose, mon deuil, je le ferai jamais. Le deuil, c'est un concept. C'est une philosophie. À partir du moment où tu es confronté avec la mort, à partir du moment où tu es confronté avec l'immortalité et avec la perte d'être cher, cette perte-là, elle peut revenir demain, après-demain, dans 5 ans, au détour d'une chanson, au détour d'un bar, si je passe devant un bar, au détour d'un arôme, d'une senteur, d'un film, d'une phrase. Mais il y a aussi tellement de souvenirs, de beaux souvenirs. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose à savoir, c'est que ta mémoire, elle va souvenir des belles choses. Ce que j'ai appris, c'est que j'ai pu revoir des gens après. J'ai pu retrouver des personnes. J'ai pu retrouver le sentiment d'être aimé, d'aimer, d'avoir une connexion solide, stable, intellectuelle, physique avec quelqu'un d'autre. Que lui c'était mon âme sœur, mais qu'il y a peut-être d'autres âmes sœurs. On n'a pas nécessairement juste une âme sœur dans la vie. On a des connexions, on a des affinités. En fait, il faut rester ouvert. Et j'ai pas encore trouvé la bonne personne pour moi. Je l'ai trouvée une fois. Je ne pensais pas qu'elle existait. Donc, je garde espoir en me disant il y aura une autre personne. En fait, je parle d'un principe dans la vie, c'est si tu donnes de l'amour, si tu partages de l'amour, ça va forcément revenir vers toi, d'une manière ou d'une autre. Et quand bien même, si je suis seule, si ma vie est définie ou est achevée parce que, enfin voilà, j'ai passé ma vie seule, célibataire, j'aurais trouvé l'amour. Et ça, c'est une chance et je souhaite à tout le monde de vivre ça au moins une fois dans sa vie. Et deux, j'aurais appris à m'aimer. Et c'est un chemin qui continue. Et en fait, Yes, I Do, c'est en premier pour moi. Et ensuite, tu donnes ça à une autre personne. Mais voilà, c'est à peu près... c'est un drame, c'est quelque chose qui était hyper difficile, mais c'est aussi une superbe leçon de vie. Et si je peux juste recommander ou donner un conseil à quelqu'un,
c'est de croire en soi et de croire en l'amour. Et la définition de l'amour, c'est pas forcément... Enfin, chacun a une définition différente, autant en termes de relation que en termes physiques ou mental. Et le plus important, en fait, l'amour, c'est d'être heureux et de s'aimer et d'aimer d'autres personnes. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup pour ce témoignage hyper poignant. Est-ce que tu as un dernier message à passer? Je pense que quand on a un parcours amoureux qui est difficile, il faut se donner un peu de crédit. Je pense que l'amour, ça vient naturellement. Et parfois, ça peut être un chemin qui est compliqué, qui s'avère compliqué. Mais l'amour, pour moi, c'est une évidence. Dans la mesure où j'ai pas eu le coup de foudre. J'y crois pas, je sais pas. Mais c'est comment une personne... Pour moi, l'amour, c'est comment une personne te fait sentir. Et je me suis sentie vue, je me suis sentie comprise, je me suis sentie écoutée. Et si on n'a pas ça dans une relation, je pense que cette relation devrait changer. N'est pas forcément la meilleure pour nous. Donc s'il y a des personnes qui se posent la question, qui sont dans une relation et qui n'ont pas l'impression d'être écoutées, vues, entendues, comprises, je pense qu'il faut se faire confiance. Il faut écouter son instinct et vraiment croire en soi. Il faut croire en soi avant de croire en d'autres personnes. Et quand on a des doutes, ces doutes-là, au fil du temps, seront confirmés ou infirmés. Mais je pense que le conseil que je donnerais, c'est de vraiment croire en soi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est une collaboration, c'est un dialogue, c'est quelque chose à gérer ensemble. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a une raison. C'est que je crois beaucoup au destin et je pense qu'on nous met des obstacles sur la route si on est capable de les surmonter. Et il faut juste croire en amour te rend fort. Quand on s'aime soi-même, on est fort. Et quand quelqu'un d'autre nous aime, c'est décuplé. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup Aurore. Merci à toi, Carole, de m'avoir dans le podcast. J'espère que ça apportera des éléments. Et le deuil est quelque chose qui est difficile à vivre, mais il faut savoir s'entourer de bonnes personnes. Et l'amour, il y a toujours de l'amour, même dans le deuil. L'amour de soi et prendre soin de soi, c'est hyper important. Ce serait ça le message. Bah écoute, merci beaucoup.